Bonsoir, ravi d'être avec vous sur La Première pour un nouveau journal. À la une de l'actualité ce soir, la pêche sera-t-elle bientôt interdite dans le lagon de Pirée et Aroué? Les habitants peuvent donner leur avis en ce moment sur ce projet de Raoui, un projet qui divise, on l'entendra. Un témoignage bouleversant dans ce journal. La directrice du CHPF prend la parole 2 mois après avoir perdu son neveu de 19 ans, emporté par un geste irréversible. Aux personnes qui souffrent, vous n'êtes pas seules, proclame Haniteli Paya. Et pour s'apaiser, on peut par exemple se tourner vers la nature et les animaux. On ira à la rencontre de Timéry Drolet qui élève 13 chevaux dans sa vallée de Terhoupo. Kaoli Vast décroche l'argent au championnat du monde de surf. C'est à la une de notre tour au sport. Il sera question aussi de cyclisme avec le lancement du Tour Tahiti Nui et de natation en eau libre. 3e journée de l'Open Water ce matin au PK18. Le détail à suivre avec David Chang. Et puis Polynésie la Première fête cette année ses 60 ans d'existence. Alors on plonge dans les archives. On va découvrir ce soir un reportage tourné à Papeete en 1976. Les habitants de Pirée et Aroué ont jusqu'au 26 septembre pour donner leur avis, dire s'ils sont pour ou contre la mise en place d'un Raoui dans les lagons des 2 communes. Kaline Yenar et Patrick Tsing Tsing sont allés à la rencontre des pêcheurs. Regardez. Il en profite pour chasser aujourd'hui car bientôt ça lui sera peut-être interdit. Et pourtant, le lagon de Aroué a toujours été le garde-manger de Heimana, pêcheur sous-marin depuis 30 ans. Il comprend l'importance du Raoui et en dépit de sa situation, il se montre résilient. Le poisson que nous on pêche tout le temps, c'est les nez avec les repos. Là, il y a de moins en moins. Donc, du coup, je trouve que c'est bien le Raoui. Mais toi, comment tu vas faire si ce Raoui se met en place? Tu ne pourras plus aller pêcher? Oui, du coup, on va aller ici à Tetiaroa alors. Tetiaroa, c'est justement de là que revient Lorenzo. Parti pour 3 jours entre amis, il revient avec du poisson en prime. Le surfeur de Teahupo est pour le Raoui, déjà en place dans sa commune depuis 2014. Quand tu restes à Tahiti, tu vois bien qu'il n'y a pas autant de poissons qu'avant. Et c'est dû à beaucoup de choses. Mais voilà, il y a toujours du poisson, il y a toujours de quoi manger. Si Raoui il y a, ce sera pour 4 ans minimum. Il sera alors interdit de pêcher depuis la passe de Taoné jusqu'au tombeau du roi à Aroué. Une large zone qui suscite des inquiétudes chez les pêcheurs de la coopérative. Moi, je suis aussi de Teahupo. Mon papa il est né là-bas. On a mis le Raoui en place là-bas. Et aujourd'hui, ils ne veulent plus ouvrir. Ça fait qu'aujourd'hui, on a menti un peu aux pêcheurs. Les pêcheurs ont encore lésés. On n'ouvre plus. C'est ça le problème. On met les règles en place, mais après, il n'y a personne, il n'y a pas la police pour venir faire les constats. Mais c'est comme Tetiaroa, c'est pareil. Nous, on a joué le jeu depuis des années, mais les autres plaisanciers des autres communes qui vont, les pêcheurs qui vont là-bas pêcher, on ne peut pas surveiller. Pirée et Aroué s'associent pour la bonne cause. Les communes ont lancé 2 consultations publiques. Pour l'instant, seule la pêche à la ligne depuis le rivage resterait autorisée. Pourquoi nous avons sollicité Pirée sur ce projet? Du fait que notre lagon n'est pas aussi grand que ça et que nous avons une petite aire marine qui ne nous permet pas de mettre en place seul le Raoui afin de mieux voir l'impact sur l'avenir de nos ressources. Pour que le projet aboutisse, il faudrait que 50% des habitants de Pirée et Aroué se prononcent en sa faveur. Ils ont jusqu'au 26 septembre pour exprimer leur choix. Une soirée de commémoration, mais aussi de prévention contre le suicide. C'était hier soir à Pirée. L'association SOS Suicide a organisé une messe écuménique en donnant la parole aux familles endeuillées, des familles souvent démunies face au drame. Mélissa Chong, Dylan Fels. Aux personnes qui souffrent, vous n'êtes pas seuls. On est là en fait. Et on vous aime. Voilà. Il y a 2 mois, Hani a perdu son neveu de 19 ans, emporté par un geste irréversible. La famille peine encore à poser des mots sur ce drame. Ça nous bouleverse, toute la famille. Et c'est si rapide en fait. Et on ne se rend pas compte de ce qui se passe. C'est vraiment un choc. Et ensuite, il y a beaucoup d'étapes qui viennent par la suite. Évidemment, le regret, les questions, 10 millions de questions. Après 1 minute de silence, les 5 confessions religieuses ont uni leurs voix dans des chants et des prières en mémoire de toutes les personnes qui se sont donné la mort. Ça touche tout le monde, ça peut arriver à tout le monde. Ça, c'est sûr que ça peut arriver à une famille riche,
comme à une famille pauvre. Voilà, ça peut toucher aussi des jeunes ou des moins jeunes des différentes confessions religieuses. Du coup, je pense que c'est pour ça que la plupart des confessions religieuses sont là. Cette messe est aussi l'occasion de véhiculer un message de prévention auprès des jeunes. J'ai eu des amis qui ont eu des pensées suicidaires, certains aussi qui sont passés à l'acte. Et voilà, donc c'est un peu un hommage si aujourd'hui je suis là à cette messe, c'est pour ces personnes-là. Il ne faut pas songer au suicide, il faut plutôt canaliser ou mettre ces pensées-là dans autre chose comme le sport. Chaque année, l'association SOS Suicide reçoit plus de 1500 appels de détresse. Le mal-être est bien réel. De 300 par an en août 2025, les tentatives de suicide sont passées à plus de 700. Au moindre signe, ne prenez pas ça pour quelque chose d'anodin parce que tout peut être un signe d'une souffrance profonde. Soyez la bougie dans l'obscurité, en fait. Des femmes de toutes les îles des Marquises se sont rassemblées ce week-end à Nukuhiva, initiative de l'association Te Vehine Te Tumu. Les femmes se sont retrouvées notamment dans le village de Teipivei pour échanger sur les médicaments traditionnels, la gravure sur os et le bois ou encore les légendes marquisiennes. Mais il a aussi été question des droits de la femme, des violences intrafamiliales et des addictions. La femme marquisienne d'aujourd'hui, elle évolue, elle s'exprime, elle est libre de s'exprimer. Elle veut vraiment aller de l'avant dans sa vie, en bien-être. Parce que le pourquoi? Parce que nous, on existe, et tant que femme, on veut évoluer. On ne veut pas être plus haut que l'homme, plus bas, mais pareil, égalité. Et avec le droit de la femme d'aujourd'hui, on voit l'évolution des femmes aujourd'hui qui s'épanouissent, qui veulent aller vraiment loin dans le lieu de travail et tout, dans tout domaine. Direction Teahupo à présent pour une parenthèse en pleine nature. Depuis plus de 30 ans, Timéry Drolet vit dans un beau domaine qu'elle partage avec ses chevaux. Évasion signée Lucille Guichet et Sandroli. Oui, venez. C'est un petit coin de paradis au cœur de la vallée de Teahupo. Un paradis pour les chevaux. 20 hectares pour s'épanouir en pleine nature, entre les citronniers. Ici, les chevaux de Timéry ne sont pas exploités. Ils n'ont donc pas besoin d'être ferrés. Une philosophie et un choix assumé, guidé par la passion. Je suis contre l'exploitation animale. Je suis moi-même végétarienne, donc je ne veux pas. Moi, je suis là pour pouvoir à leurs besoins, nourriture ou soins. Et eux, ils sont là pour engraisser la propriété et brouter, entretenir la propriété. Il faut savoir qu'un cheval, il broute 18 heures par jour. Le premier cheval est arrivé sur la propriété il y a plus de 30 ans. Un étalon arabe, rapidement rejoint par des juments réformés qui ne pouvaient plus courir à l'hippodrome. Aujourd'hui, ils sont 13 dans ce petit troupeau voué à disparaître. Car Timéry a choisi de castrer ses derniers étalons. Je prends de l'âge. Mes enfants aiment les animaux, mais ils ont leur profession, donc ils ne sont pas forcément disponibles comme moi je suis disponible. Et je ne peux pas imaginer continuer une reproduction et personne ne va s'en occuper. Ce n'est pas possible. Donc c'est un choix qui a été douloureux. Quand je perds un cheval, c'est comme un membre de ma famille, quoi. Parce que je monte tous les 2 jours pour les nourrir. Ils me reconnaissent, ils me donnent beaucoup d'amour. Voilà, c'est ma vie en fait. C'est ma vie. Les animaux, c'est ma vie. De leur premier à leur dernier jour, les chevaux de Timéry continueront de s'ébrouer ici, entre la rivière et les montagnes de Teahupo, leur océan de verdure. Découvrir le golf autrement, c'est ce que proposait la Fédération polynésienne à Atimaono avec un concours de long drive. Le principe est simple, il faut frapper la balle le plus loin possible tout en respectant quand même une zone de précision pour gagner un maximum de points. 95 golfeurs ont tenté leur chance.
C'est avant tout un concours pour mettre en lumière un compartiment du jeu, qui est forcément le driver. Et l'objectif, c'est de mettre en fait un coup de projecteur sur le golf où effectivement le jeu classique, c'est jouer d'easy true avec plusieurs phases de jeu. Là, on a fait un focus sur le long drive, justement pour le rendre un peu plus, on va dire, spectaculaire, dynamique. Donc en tout cas, c'est l'objectif que l'on s'est fixé pour ce projet. Le sport, justement, c'est l'heure de Toile au sport avec David Chang. Bonsoir à tous et bienvenue. Kaoli Vast est vice-champion du monde de surf ISA. Le médaillé d'or olympique s'est hissé jusqu'en finale de la compétition. Il s'incline à seulement 0,60 points derrière le nouveau champion du monde, Dane Henry, un Australien. Le surfeur de Veirao a terminé 5e en 2023, 3e en 2024. Cette année, il se rapproche encore un peu plus de l'or. Toujours dans l'équipe de France, Jorgan Cousinet prend la 6e place du classement des messieurs. Les Bleus terminent 4e au classement des nations devant le Brésil, le Japon et le Portugal. L'Australie remporte le titre. La première étape du Tour Tahiti Nui a eu lieu ce matin avec un départ et une arrivée au collège de Hitia, au PK36. Au programme de cette toute première journée, contre la montre individuelle, c'est l'Américain Quinn Felton de l'équipe Voleur Factory qui s'est imposé devant Taruya Kreiner du team Pirée et Hugo Pommelé de la sélection de Nouvelle-Calédonie. Chez les dames, la particularité cette année, c'est que la participation n'est pas obligatoire à toutes les étapes. On écoute Haperei Tekau du Mararatri. Cette année, la Fédé a mis en place un système à la carte pour toute la catégorie féminine. Donc du coup, on a la possibilité de venir et de s'inscrire à la journée. L'objectif, c'est de tout faire, c'est de finir, c'est de passer la ligne d'arrivée. Ça va être je pense qu'on n'imagine pas aujourd'hui le CLM, même 10 km. Je crois qu'on ne mesure pas la souffrance, mais 10 km en CLM, c'est une vraie souffrance. Notez aussi que Benjamin Zorgnotti était sur le départ des championnats du monde de Ironman. Ces triathlons de très longue distance. La tête polynésien finit à la 29e place avec un temps de 8 heures et 32 minutes. C'est dans un décor idyllique que les nageurs du Fénois avaient rendez-vous ce matin pour la 3e journée de l'Open Water, une compétition de natation en eau libre. Si les meilleurs de la discipline se sont encore illustrés dans le lagon de Vaiava au PK18, ils ont dû être plus stratèges que d'habitude et puisqu'ils se sont affrontés sous un nouveau format. Le résumé de Arihuetif Afana. Un cadre paradisiaque, une soixantaine de nageurs et un nouveau format de compétition, c'est la combinaison proposée lors de cette 3e journée de l'Open Water. Les athlètes prennent le départ du 1500 mètres. À l'issue, les 16 meilleurs sont qualifiés pour le 1000 mètres, puis les 8 premiers pour l'ultime 500 mètres. C'est ce qu'on appelle le knockout sprint. L'épreuve est plus fun et plus stratégique. Le premier 1500, c'était pour repérer en fait toutes les patates qu'il y a, pour éviter de lever la tête au maximum, parce qu'en eau libre, on doit lever la tête pour voir où sont les bouées, prendre des repères visuels. Et sur le 1000 mètres, c'était bien préparé physiquement pour attaquer ensuite le 500 mètres et pouvoir les décrocher dès la 2e bouée. Une fois les repères établis lors du 1500 et 1000 mètres, Naël Roux fait la différence sur les dernières longueurs. Il remporte l'étape finale du 500 mètres en 7 minutes 14 secondes et 44 centièmes. J'ai envoyé ce que j'avais pendant une cinquantaine de mètres. Et je tourne la tête derrière, je vois qu'ils sont à 5 mètres derrière, donc là je ralentis un peu, je reprends mon souffle. Et ensuite sur la dernière ligne droite, c'est là où j'ai réaccéléré. Chez les dames, Deoti Vido et Heidi Mazeri sortent du lot. Deoti capitalise sur le 500 mètres et réalise un chrono de 8 minutes 6 secondes et 43 centièmes. La multiple championne du Pacifique confirme sa place de leader, même hors de sa zone de confort. J'ai bien aimé ce format, malgré qu'on avait, je pense, beaucoup trop de temps de récup pour nous les filles. Parce que normalement, 3 km knockout, c'est à peu près 10-15 minutes de repos. Là, on avait quand même bien 30 minutes à chaque fois. Moi, je suis pas une grande fan de l'open water, hein. Mais ouais, ça change et c'est bien d'en faire de temps en temps.
Le knockout sprint est un nouveau format au championnat du monde d'open water, mais surtout une grande première pour les nageurs polynésiens. Un 5000 déjà, il y avait une gestion d'effort, mais comme c'est une seule course, là à chaque fois les compteurs sont remis à zéro, donc oui, il y a une stratégie gestion d'effort. Prochaine compétition en eau libre pour nos nageurs, la Maohi Rescue prévue le 11 octobre prochain. Au football, l'AS Vénus et l'AS Pirée se sont affrontés hier soir au stade de Punarou dans le cadre du match pour le trophée des champions. Pour rappel, le trophée des champions, c'est la rencontre entre le champion de Ligue 1, l'AS Vénus, et le vainqueur de la Coupe de Polynésie, l'AS Pirée. C'est Pirée qui sort vainqueur. On écoute Donovan Bourebare, capitaine de l'AS Pirée. On a essayé de poser notre jeu, ça a bien marché pour nous. Malgré le terrain un peu difficile, mais bon, on s'est adapté au terrain et tout. Et avec les copains, on a travaillé depuis peut-être un mois maintenant. Et ouais, débuter le championnat par une victoire, un trophée en plus, c'est pas mal quoi. Ce n'est pas la première fois que l'équipe d'Air Tahiti remporte sa propre course. Cette année en plus, elle le fait dans la catégorie senior et junior, devant le club de Shelva'a qui expérimente de nouvelles compositions d'équipe en vue de la Hawaii Nui Va'a. Les images sont de Marcel Bono. Le départ est lancé et Air Tahiti part sur les chapeaux de roue. Les pirogues se resserrent pour le premier virage. Au contournement de bouée, les rameurs de Kyle Taraufau sont dans le trio de tête avec les deux formations de Shelva'a. Les embarcations restent groupées dans la remontée avec un vent de face, direction nord-est. Arrivé à l'entonnoir du chenal de la Pointe Vénus, puis demi-tour au large du Motu Martin. Dans la descente, Air Tahiti et Shelva'a sont au coude à coude. Ils se battent pour la première place. Le retour, on a essayé de creuser l'écart. Mais ils ont bien aussi tenu. Il y a eu un joli combat là au Motu Martin. Malgré les attaques répétées de Shell, Air Tahiti conserve la tête de course. Après près d'une heure et demie de rame, Air Tahiti se rapproche de la passe de Taoné et file vers la victoire. L'équipage finit en tête, suivi d'une quinzaine de secondes par Shelva'a. Avec les grandes courses V1 qui s'est passé les week-ends derniers, tout le monde est fatigué. Et non, ça va, on prend les courses comme ça vient. Pour Shelva'a, la victoire n'était pas essentielle, c'était surtout un entraînement. L'équipe teste une nouvelle formation avec Rete Eb qui vient d'arriver au poste de barreur. Après, je pense, 2-3 mois sans course de V6 depuis le Fatimoura. On vient de revenir sur une compétition avec toutes les grandes équipes. On a mis en place une nouvelle équipe. On essaie, on est toujours en phase de recherche pour trouver la formation optimale pour Hawaii Nui. Chez les juniors, seules deux équipes. Air Tahiti s'impose devant EDTVA avec une avance de 2 minutes. La Wodapalooza a lieu tous les ans en Floride. C'est un rendez-vous très apprécié des Polynésiens. Cette année, les vainqueurs par équipe de la Polynesian Battle Games, Ray Hosien et Kevin Belem, iront à Miami aux côtés de Heiva Amin. C'est leur deuxième participation. Ils concourront sous le nom de la Team Unleash. Ils ont décollé hier soir. La compétition, elle, va se dérouler la semaine prochaine du 19 au 21 septembre. Ar-Ihoetef Afana les a rencontrés à l'entraînement. C'est un peu, on va dire, la compétition de l'année à l'international pour nous, parce qu'on a déjà participé l'année dernière à la même période. Et on a envie de réitérer ça. Et le fait d'avoir participé l'année dernière, on a pu voir un peu nos points faibles et qu'est-ce qu'on devait travailler. Mais aussi, on a pu voir aussi que les Tahitiens, de manière générale, avaient le niveau pour pouvoir participer à des compétitions internationales. Donc là, on va essayer de faire mieux que l'année dernière et voilà, on s'entraîne pour. On leur souhaite bonne chance. On le surnomme The Prosperous. Tamahekili n'affiche pour le moment aucune défaite en MMA. Sur 5 victoires, 4 sont des KO. Sociétaire du City Kickboxing en Nouvelle-Zélande, Tama revient au Fénois une fois par an pour se ressourcer. À 24 ans, le Polynésien a toutes les qualités pour rêver grand. Ar-Ihoetef Afana et Teivari B l'ont rencontré.
8 secondes, c'est le KO le plus rapide au sein de l'organisation Shuriken Fight Series. Tamahikili est au top de sa forme, sa force, il la puise à la maison. Revenir à la maison, c'est vraiment un truc spécial pour moi, hein. C'est de revenir, de me ressourcer avec la famille et ici, quoi, avec la nature aussi, hein. Et le Matahiti aussi, il y a du puissant, quoi, il y a du mana, quoi, hein. Et c'est ça aussi que je prends avec moi pour emmener en Nouvelle-Zélande. Avec un record de 5 victoires et 0 défaites, l'Ultimate Fighting Championship est devenu son objectif principal et il se donne 1 an pour réaliser son rêve ultime. Ça va être déjà avoir la ceinture en 61, SFS, hein, Shuriken Fight Series. Ensuite, essayer d'avoir une autre ceinture en Nouvelle-Zélande, aller chercher les ceintures en Australie. Et une fois que j'aurai ces ceintures-là, tout droit à l'UFC. L'histoire de Tama et le MMA a commencé lorsque le monde allait mal. Indépendamment de sa volonté, il reste bloqué en Nouvelle-Zélande lors de la crise Covid. Un mal pour un bien puisque cela lui a permis de s'entraîner sérieusement. Quand je suis arrivé, c'était vraiment ça, c'était une carrière que je voulais faire. Du coup, j'ai sacrifié tout, hein. C'était ça, genre all day, hein. Et c'était toute la journée, du lundi à samedi. Je m'entraîne 6 fois par jour, hein. Et voilà, c'est all day, every day, hein, toute la journée, du lundi à samedi, et ça paye, quoi. Avec lui, le drapeau polynésien pourrait apparaître encore longtemps dans l'octogone international. Tamahikili prévoit de combattre en novembre prochain en Nouvelle-Zélande. Voilà, c'est tout pour le sport de cette semaine. On se retrouve la semaine prochaine pour toujours plus de sport. Place maintenant à la suite de votre journal. Merci David pour ce tour au sport. Il faut être sportif pour réussir les acrobaties de la troupe québécoise Machine de Cirque. Le groupe quitte la Polynésie ce soir après une dernière représentation de son spectacle au Grand Théâtre. Un show qui mêle prouesse vertigineuse, humour et théâtre. Devant son succès, la troupe souhaite déjà revenir. On est très bien accueillis ici. Après, même j'ai voyagé un peu dans les îles autour, puis je trouve que le contact avec les personnes se fait très facilement. Puis c'est le même accueil qu'on a reçu, mais en puissance, parce que la salle était pleine pratiquement. Donc, waouh, on a été acclamés, bien sûr, mais aussi on sent qu'ils nous suivent vraiment dans notre histoire, où on est rendu, dans nos acrobaties, nos prouesses, dans leur rire. Donc, je trouve que c'est un public qui me semblait être curieux et aussi très intéressé. Allez, on remonte le temps jusqu'en 1976, quand la mairie de Papeete proposait aux artisans des stands pour vendre leur production aux touristes. C'est notre reportage Fénois d'avant. On trouve pas moins de 37 stands sous Sfaré offerts par le maire de Papeete, 37 stands ouverts presque 24 heures sur 24. Pour le touriste à la recherche de souvenirs, ce Faré est un endroit idéal. On peut y trouver en effet toutes sortes de colliers bien sûr, mais aussi des sculptures sur nacre, des tikis, des objets en pierre ponce, des chapeaux, des paniers, des mâchoires de requin, des carapaces de tortues, des objets réalisés avec des coquillages tels qu'abat-jour ou bien encore coupés, etc., etc. Bref, le touriste est assuré d'y trouver son bonheur, toute la production locale étant réunie là. De plus, et ce n'est pas le moins important, l'accueil réservé aux visiteurs est des plus aimables et le Faré reste de tout temps relativement frais, de quoi inciter donc le touriste à rester davantage et en conséquence à acheter davantage. Et c'est la fin de ce journal. Je vous en rappelle l'information principale. Les habitants de Aroué et Pirée ont jusqu'au 26 septembre pour donner leur avis sur le projet de Raoui. La pêche pourrait être interdite pendant 4 ans dans le lagon. L'idée est bien sûr de préserver la ressource, mais certains pêcheurs se disent inquiets.
Karel Luciani, le président de l'association Cousin-Cousine, sera l'invité café de la matinale radio demain. Il va parler de l'inauguration du local Farete Aroha à Papeete, un lieu d'écoute pour toutes les personnes en difficulté. Rendez-vous dès 7h avec Corinne Territia. Et en télé ce soir, le film Faster avec Dwayne Johnson, puis un documentaire sur le procès de Tokyo, le Nuremberg oublié. Pour le journal, vous aurez le plaisir de retrouver demain et tout au long de la semaine Marouki Duri. On se quitte sur les plus belles images de sport du week-end. Excellente soirée à tous. Retrouvez toute l'info sur WhatsApp en scannant notre QR code.